Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Russell, rien ne garantit que Mercedes sera à nouveau en première ligne. C'était le cas en 2021, mais les choses ont bien changé depuis. Je pense que le Mexique est particulier. La préparation des pneus y est vraiment délicate, bien sûr, en raison du manque de densité dans l'air et d'oxygène. C'est difficile pour les voitures et les moteurs. On doit attendre de voir. Mercedes était en effet en première ligne l'année dernière, mais l'équipe n'avait pas été performante tout le week-end. J'espère donc que nous réaliserons quelque chose de similaire, mais il n'y a aucune garantie. Ouais, c'était pris une sacrée branlée, hein. Mercedes l'année dernière, c'était incroyable. Bon, après, c'était pas la même réglementation, etc., quoi. Ah oui, il y a les EL2 qui dureront 90 minutes encore. Oh là là, quel enfer. Ça rend les choses compliquées en termes de réglage et de mise en rythme, mais les EL2 sont de toute façon toujours une séance délicate ici, la piste étant poussiéreuse car pas souvent utilisée. Personnellement, le fait d'avoir 90 minutes en EL2 est une bonne opportunité pour en quelque sorte rattraper le retard, mais je ne pense pas que ce sera une très grosse perte. Au championnat, il est actuellement 4ème avec 218 points, soit 12 points de plus que Sainz. Vous souhaitez évidemment terminer la saison le mieux classé possible, mais je suis probablement davantage concentré sur le fait de retrouver de bonnes sensations et un bon rythme. J'étais plus content en début d'année, et à chaque fois que nous prenions la piste, les performances étaient bonnes le samedi, comme le dimanche, et tout fonctionnait bien. Mais les dernières courses disputées ont été pour différentes raisons chaotiques, la plupart du temps à cause de moi. Je dois donc probablement être plus concentré et essayer de connaître 3 week-ends propres, ça se ressentira sur le championnat. Et oui, Russell, le nouveau Pastor Maldonado, qui arrête pas de se cracher avec les gens. C'est vrai que niveau de crash, depuis son début de carrière en Formule 1, il fait pas semblant, Georges, quand même. Ça commence à être un peu inquiétant d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Mercedes n'a toujours pas remporté le moindre succès cette année. Il s'agirait d'une première pour Hamilton en carrière, lui qui a toujours gagné au moins une course depuis 2007. Je ne sais pas, il faut lui demander. Je pense qu'il y a une victoire en chacun de nous si la bonne opportunité se présente. Nous en avons eu quelques-unes cette année, en tant qu'équipe, mais on doit évoluer à notre meilleur niveau et espérer que nos rivaux rencontrent des problèmes. Si nous voulons avoir la moindre chance, car nous savons que nous manquons de performance. Voilà, bon ben à voir. Hein. Je sais pas trop quoi penser du Mexique. Normalement, sur le papier, ça devrait convenir à Mercedes, parce que c'est quand même un circuit pas trop de ligne droite. Moins qu'hostile, en tout cas, des virages à l'appel. Donc, moi je dis, ça devrait convenir. Seul problème, l'altitude. Qu'est-ce que ça va engendrer pour la W13 ? Ça reste à voir. À vérifier. Ciao. Nous l'attendions depuis des semaines. Cet article concernant les pénalités de Red Bull. Les voilà, alors je les découvre comme vous. Hein. Je me suis pas fait spoiler, donc voyons. Voyons. Red Bull Racing et la Fédération Internationale de Sport ont donc trouvé un accord qui comprend entre autres que l'équipe accepte d'avoir violé la réglementation. La FIA et Red Bull étaient en pourparlers depuis plusieurs jours au sujet d'un accord, comme le prévoit le règlement. La réglementation financière avant de passer à un jury indépendant. Les négociations de l'équipe ont porté sur les coûts qui étaient retenus comme dépassant le plafond, alors qu'elle les estimait inclus dedans. Les sanctions retenues. Alors, amende de 7 millions de dollars, ok, c'est pas beaucoup, et une réduction de 10% du temps de développement de la voiture pour non-respect du plafond budgétaire. Alors la FIA voulait 25, a priori ils ont négocié à 10, quoi. La réduction du temps passé en soufflerie et CFD se fera au cours des 12 prochains mois. Red Bull a soumis les coûts pertinents indiqués au plafond dans sa documentation de rapport pour l'année complète de 114 293 000 livres. À la suite des conclusions de l'administration du plafonnement des coûts, un manquement à la procédure commis par Red Bull, conformément à l'article 8.2 du règlement financier, a été retenu pour des coûts s'élevant à un total de 5 607 000 livres dans sa documentation pour l'année 2021. La violation retenue au final était de 1,8 million de livres, 2,2 millions de dollars. C'était un peu plus que 1,8 million du coup, c'était en livres, hein. Soit 1,6%, mais la FIA a reconnu que si un crédit d'impôt avait été correctement appliqué, elle aurait été de 432 000 livres, ce qui fait un demi-million de dollars, soit 0,37%. L'accord de violation accepté stipule: il n'y a aucune accusation ou preuve que Red Bull ait cherché à tout moment à agir de mauvaise foi, de manière malhonnête ou frauduleuse, ni n'a délibérément dissimulé des informations à l'administration du plafonnement des coûts. 13 points sont mis en évidence, comme des domaines qui ont été mal interprétés par Red Bull, y compris la restauration, les pièces inutilisées, les moteurs, qui ont dû être révisés, ce qui a conduit au chiffre final de dépassement d'excès de dépenses de 1,6%, donc 2,2 millions de dollars.
Alors, plus d'informations dans les minutes qui viennent, bon, le temps qu'ils écrivent l'article, hein. Je vais faire pause. Je vais switcher sur Motorsport, voir s'il y a plus d'infos. Dans le détail, Red Bull a soumis un budget d'environ, voilà, 114 millions, ça on l'a vu, ok. Alors, les sanctions en italique, bon, ok, ça on les a vues. Alors, il y a plus d'explications sur les sanctions aérodynamiques. Red Bull reçoit une pénalité sportive mineure sous la forme d'une limitation de la capacité de RBR, Red Bull Racing, à conduire des essais aérodynamiques dans une période de 12 mois à partir de la date d'exécution de l'ABA, via l'application d'une réduction de 10% du coefficient C, utilisée pour calculer la restriction du temps de test en soufflerie et la restriction du temps de test en CFD, applicable à chaque équipe par l'article 6 et de l'annexe 7 du règlement sportif de la F1. Par exemple, si le coefficient C, basé sur la position des RBR au championnat, est 70%, la nouvelle valeur effective de C est 63%. Ah oui, d'accord. En fait, moi je pensais que c'était... oui, parce qu'ils ont gagné le titre, donc au final, ils vont avoir que 70% du temps de soufflerie par rapport à d'autres, qui auraient 100 ou voire 110% pour les derniers. Et donc, ouais, c'est juste par rapport à ce chiffre-là. Moi je pensais que ça passait de 70 à 60, par exemple. Ouais, ça va. Franchement, ils s'en sortent plutôt bien. Hein. Alors, je re-switch sur mon next-gen, vu qu'ils ont continué. Ah, ils ont même fait un autre article, d'accord, ok. Alors, Red Bull tiendra une conférence de presse ce vendredi à 18h30 heure française pour s'expliquer sur les détails de cette infraction. De plus, l'équipe commentera certainement les sanctions infligées par les FIA. Ouais, ça va les gars, on la ramenez pas trop parce qu'ils ont été cléments. Hein. 70 ou 63, ça va pas changer grand chose pour eux, hein, honnêtement. Bon, je sens que ça va être... Ah là là, ça va, c'est pas si long que ça. Bon, voyons quand même, c'est important. Dans ce rapport, la FIA explique que 13 points ont été notés comme litigieux dans le rapport financier. Ceux-ci comportaient notamment des coûts déjà facturés, mais aussi des mauvais calculs autour de différents postes de dépenses. C'était ces points de litige qui laissaient penser à l'équipe qu'elle était sous la limite, mais qui a permis à la FIA de prouver qu'elle avait dépassé le plafond. Et la fédération a donc détaillé ces 13 points, et a expliqué à quoi elle faisait référence, une information que l'on retrouve entre parenthèses pour chaque point. Voici l'explication détaillée par la FIA. Conformément aux conclusions de l'administration du plafonnement des coûts, Red Bull Racing a reconnu dans des documents de déclaration qu'elle a soumis comprenaient les coûts incorrectement exclus et ou ajustés suivants. Premièrement, coûts exclus surestimés en vertu de l'article 3.1 du règlement financier concernant les services de restauration. Trop manger, pas bien, trop de McDo, Max, trop gros, obèse. Deuxièmement, coûts au titre de l'article 3.1 du règlement financier concernant la contrepartie et les cotisations de sécurité sociale de l'employeur. Troisièmement, les coûts visés à l'article 3.1 HI du règlement financier en ce qui concerne les activités non F1, étant donné que ces coûts ont déjà été compensés dans les coûts totaux du groupe déclarant. Les coûts visés à l'article 3.1K du règlement financier en ce qui concerne les primes et les cotisations de sécurité sociale de l'employeur. Cinquièmement, sous-estimation des coûts pertinents en ce qui concerne un gain sur les cessions d'actifs fixes en omettant de procéder à l'ajustement de la hausse nécessaire. Sixièmement, coûts en vertu de l'article 3.1Q du règlement financier concernant les taxes d'apprentissage. Il y a beaucoup de trucs dépassés quand même, hein. Les frais visés à l'article 3.1 du règlement financier concernant la contrepartie et cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. Sous-estimation des coûts pertinents en ce qui concerne les dispositions prévues par l'article 4.1 du règlement financier. Neuvièmement, coûts en vertu de l'article 3.1 HI du règlement financier concernant la contrepartie et les cotisations de sécurité sociale de l'employeur associé. Oh là là, non mais, alors, petit aparté, ceux qui gèrent ça, mais les comptables, là, mais c'est une folie, quoi. Il faut vraiment avoir une passion pour ça, pour gérer tout ça. Tu te suicides, en fait, avec tout ce bordel, là. C'est infernal, quoi. Dixièmement, sous-estimation des coûts pertinents au titre des dispositions prévues par article 4.f du règlement financier. Onzièmement, erreur matérielle dans le calcul par Red Bull de certains coûts qui ont été refacturés par Red Bull Powertrains Limited. Ouais, d'accord. Douzièmement, certains frais de déplacement, conformément à l'article 3.1 du règlement financier. Les frais, enfin, d'entretien, conformément à l'article 3.1 du règlement financier. Treizièmement. Et dernier point. Ok. Ouf. Eh ben, dis donc, quelle purge. Bon, alors, évidemment, certains diront, oui, mais ils n'ont pas dépassé le budget pour les performances et à cause de la sécurité sociale, de la bouffe, etc. Mais écoutez les gars, il y a un budget à respecter dans tous les points, pas que les performances. Voilà, ils n'ont pas respecté le budget. Bon voilà, ils ont une petite sanction au final. Une amende 7 millions, honnêtement, c'est que dalle pour eux. Hein. C'est comme 7 € pour nous, à peu près. Quant aux 10%, voilà, 10%, c'est même pas 10% effectif, c'est 10% de leur truc CFD qu'ils avaient de toute façon. Donc c'est 7% au final, de moins, et pas 10.
Donc franchement, ça va pas coûter grand-chose en performance à l'équipe en 2023. Au final, j'invite évidemment toutes les équipes à dépasser le budget, puisque si c'est des sanctions de merde comme ça, a priori, voilà. Pourquoi se priver, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, maintenant, écoutez, 18h30, dans 2 heures, il y aura la conférence de presse de Red Bull. Il y aura évidemment les explications de Sir Horner. On a évidemment hâte d'y être, ou pas. Et on verra ce qu'il nous dit, Horner, pour sa défense. Parlez, monsieur, on vous écoute. Bon, en tout cas, ils ont reconnu qu'ils étaient coupables de leur infraction, donc voilà. Voilà l'accord. Il est là, il est en gras. Je vous laisse donc commenter cet accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ces sanctions? Allez, bye. Allez, avant les EL1, la petite réaction de Christian Horner, je l'attendais avec impatience celle-là. 10% de temps aéro en moins, c'est une sanction draconienne. Si vous brûliez notre soufflerie, ça ne serait toujours pas suffisant pour nos rivaux. Toujours plus, Christian. Quel enfer. 100 yards sur le crédit d'impôt qui a aussi touché Aston Martin, l'erreur aurait été de moins d'un demi-million de dollars. Bien entendu, le Britannique a défendu son équipe. Rien n'est délibéré dans tout ça, il y a des points flous, 13 en ce qui nous concerne, pour Aston c'est 12. Je peux imaginer que pour tous les autres concurrents, il y en a eu aussi. On parle de nous parce qu'au final, il y a eu un petit dépassement, mais rien de malveillant, comme le souvenir est fier. La sanction, 7 millions de dollars, c'est une somme énorme, mais la partie la plus draconienne est la pénalité sportive, qui est une réduction de 10% de notre capacité à utiliser notre soufflerie et nos outils aérodynamiques. Ça représente entre 0,25 et 0,5 secondes de temps autour. Ça aura un impact sur notre F1 de 2023 pendant 12 mois à partir d'aujourd'hui. Alors, il prétend que ça a un impact entre 2 dixièmes et demi et 5 dixièmes. Non mais, enfin, ça va, oui. J'ai vu, sur Twitter, il y a un mec qui a fait un thread. Il parle plutôt d'un dixième à 1 dixième et demi. On est loin des 5 dixièmes, les gars, quand même. On va peut-être se calmer, là. Mais bon, il aime bien jouer la victime, Horner. Ça, c'est pas une nouveauté. C'est un handicap en termes de temps d'essai aérodynamique. Nous allons devoir travailler très dur. Ça donne un avantage à nos concurrents, c'est pourquoi il a réclamé une pénalité draconienne. Le paddock de Mexico trouve que Red Bull s'en tire un peu trop bien. Ce n'est évidemment pas l'opinion d'Horner, évidemment. De toute évidence, il y aura un débat sur la sanction et la taille de la sanction. Elle a été retardée à cause de la triste nouvelle concernant Didi, le week-end dernier. Mais elle a été conclue au début de cette semaine. Les 7 millions de dollars, ce qui représente une somme énorme, sont payés dans un délai de 30 jours. Mais 7 millions, c'est quoi pour Red Bull? Ils ont conclu un sponsoring avec Oracle de près de 500 millions de dollars sur plusieurs années. 7 millions, c'est qu'une goutte d'eau pour eux. Il va falloir vendre un peu plus de canettes, voilà, pendant un mois, et puis voilà, ça ira, quoi. Oh là là, quelle chialeuse, celui-là. Horner insiste sur que le fait qu'en coulisses, la pénalité a fait l'objet de fortes pressions de la part de nos concurrents. Je suis sûr que si vous brûliez notre soufflerie, ça serait toujours pas suffisant pour eux. Ce serait pas mal, en vrai. Je pense qu'ils s'en contenteraient, Nous avons peut-être perdu 10% en test aérodynamique, mais nous avons gagné 25% en motivation. Ouh. C'est une punchline. En remportant le championnat des constructeurs, nous devenons victimes de notre propre succès en ayant un handicap incrémental de 5% par rapport aux 2e et 3e places. Donc nous aurons 15% de moins que les seconds, Ferrari, et 20% de moins que Mercedes. Ça aura un impact direct sur notre capacité à performer en piste. Fallait pas gagner le championnat des constructeurs, Christian. Il fallait pondre une voiture nulle et laisser Verstappen gagner le titre... Enfin, une voiture nulle pour le 2e pilote et laisser Max gagner le titre pilote au pire. Donc voilà, Perez aurait fait 8e et Max 1er. Voilà ce qu'il fallait faire. Pourquoi avoir accepté cet accord et ne pas s'être défendu jusqu'au bout, comme il le voulait? Pourquoi l'avons-nous accepté? Si nous avions été dans le processus administratif, ça aurait pu prendre des mois. Et au-delà, le jury aura pu prendre des mois supplémentaires. Nous envisageons une période de 12 mois pour que l'histoire soit refermée. Et la quantité de spéculations de Tierney qui ont lieu, nous avons estimé qu'il était dans l'intérêt de tous de fermer ce livre, car ça nuit à notre réputation. 12 mois comme ça, pour quelques centaines de milliers de dollars, c'est non. Nous acceptons les sanctions contre cœur, mais nous les acceptons. Horner a rejeté les suggestions selon lesquelles les dépenses excessives de son équipe avaient un impact sur les performances de l'équipe en 2021, ou cette saison, en 2022. Je maintiens l'affirmation qu'il n'y avait aucun avantage, parce que le montant que nous avons dépassé et que la FIA estime, 434 000 livres, a des facteurs atténuants. Il ne veut pas dire le contraire, évidemment. Maintenant, si nous dépassons parce que nous payons des indemnités de maladie, si nous dépassons parce que nous payons des personnes qui, selon nous, n'étaient pas dans le plafond en termes de coûts de restauration, pas un sou n'a été dépensé pour les performances du véhicule. Pas un centime n'a été dépensé pour les performances de la voiture. Je suis étonné qu'aucune autre équipe ne se soit retrouvée dans cette position. Peut-être parce que les autres équipes savent compter, déjà. Ils ont mieux géré leur budget que vous. Mais c'est bien pour elles que 8 d'entre elles, sauf Aston, ne se soient pleinement conformées. Je pense qu'il y a des leçons à apprendre. Avons-nous eu plus de performances en piste? Non, nous ne l'avons pas fait. Y a-t-il des choses que nous pourrions faire mieux d'un point de vue comptable? Bien sûr.
il y a des leçons qui ont été apprises, mais pas seulement de notre côté. Je pense de tous les côtés. Voilà. Alors la question qui va se poser, est-ce que d'autres équipes vont tenter de dépasser le budget Alors peut-être pas cette année parce que la messe est dite de toute façon. De toute façon, hein, c'est pareil, hein, le budget 2022, il sera analysé que début mars 2023 et on commencera à avoir les premières infos à ce moment-là, mais on n'aura pas tout. Donc le budget 2022 sera analysé encore dans les mêmes eaux que cette saison, c'est-à-dire septembre-octobre quoi, en gros. Génial. Ça va le décalage de presque un an là? C'est ridicule hein, quand même. Il faudra peut-être accélérer le processus quand même les gars. Donc voilà, la défense de Christian Horner. Évidemment, il considère que la sanction contre Red Bull est draconienne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Horner craint un précédent sur les futures sanctions à cause de l'inflation. Les budgets 2022 ont été durs à tenir. Oula, attendez, s'il commence à dire que les budgets 2022 ont été durs à tenir, est-ce que ça voudrait dire que le budget 2022 a été dépassé également? Ça, on le saura que l'année prochaine, malheureusement. Lorsqu'on lui a demandé si les clarifications sur le plafond budgétaire et les conclusions de l'affaire Red Bull pourraient signifier des sanctions plus draconiennes à l'avenir, maintenant que la réglementation est parfaitement comprise, Horner a déclaré « Ce que nous avons eu à créer un précédent, ça crée un précédent avant 2022. Et le danger pour les budgets 2022 qui seront à déposer en mars 2023, c'est qu'il pourrait y avoir 6 équipes qui dépassent le plafond. Surtout en Grande-Bretagne, les prix de l'énergie ont été exponentiels. Heureusement, nous avons été protégés, mais il y a cette possibilité de plusieurs équipes, et beaucoup l'ont déclaré lors de réunions de commission F1, que plusieurs équipes donc dépassent le budget alloué cette année. L'inflation galope toujours. Nous ne pensons pas que nous briserons la limite en 2022, mais ces pénalités créent un précédent pour l'avenir. Donc si vous obtenez 10% des euros en moins et 7 millions de dollars d'amende pour une violation finale de 0,37, qu'en sera-t-il pour 5%? 15 fois plus? Ah, il tient à son 0,37%. Hein. Dans cet ensemble de réglementation, la suite des sanctions dont la FIA dispose pourrait être encore plus draconienne. Horner rappelle que ce plafonnement des coûts doit être surveillé, comme le lait sur le feu. Le plafond des coûts est une partie importante de la Formule 1, c'est une condition importante de son avenir, mais il doit être cohérent, applicable et développé. Les conditions extérieures, comme l'inflation, des crises non prévues, doivent être prises en compte. Avec un tel nouveau concept de réglementation incroyablement complexe, autour de différentes entités, différentes filiales, des sociétés appartenant à des équipementiers, des sociétés indépendantes... Non mais là Non, stop, allez, arrête, tais-toi. Tu te cherches des excuses, Horner. Là, il est en train de nous dire que 6 équipes britanniques, donc Red Bull incluse, qui est quand même basée là-bas, au final, à Milton Keynes, vont dépasser le budget. Donc je pense honnêtement que Red Bull a également dépensé plus d'argent dans le budget 2022. Par contre, s'il y a récidive, les gars, je demande une exclusion. Je suis désolé, si récidive, ça dégage Red Bull. Là, faut pas se foutre de notre gueule. Hein. L'inflation, elle a bon dos, hein, les gars. Franchement, arrêtez là. Horner, on n'en peut plus de toi. C'est une... Ah, je vais pas dire le mot parce que j'ai envie de pas être vulgaire, mais voilà, vous savez ce que j'en pense. Allez, ciao. Retenez-moi, je pars au Mexique de suite. Lui péter sa tronche à Horner. Et oui, c'est au rivaux de Red Bull de s'excuser, évidemment. De leur malhonnêteté. D'avoir traîné dans la boue Red Bull, cette écurie, si propre et sans reproche aucun. Pour être honnête avec vous, déclare Horner, je pense que nous devons probablement avoir des excuses de la part de certains de nos rivaux pour certaines des affirmations qu'ils ont faites. Nous ne nous excusons pas pour la façon dont nous avons géré l'équipe, la façon dont nous avons agi. Nous pensons qu'il y a des leçons à tirer et que des erreurs ont pu être totalement commises dans notre soumission, qui avec le recul, avec une vision globale et totale, nous plaçait dans la limite. Tout le monde peut être un spécialiste des opinions, mais la FIA a bien confirmé qu'il n'y avait aucune intention de dépasser le budget. Et la FIA a confirmé qu'il n'y avait rien de malhonnête et qu'il n'y avait certainement pas de tricherie. Ce qui a été allégué par certains, je ne pense donc pas que nous ayons besoin de nous excuser. J'ai l'impression qu'il y a des leçons qui ont été apprises, tout le monde doit en tirer des leçons. Ouais, alors si vraiment vous êtes sans reproche, vous n'avez pas fait exprès, vous n'avez pas été malhonnête, dans ce cas, la FIA n'aurait pas dû vous pénaliser, en fait, tout simplement. Allez, juste une amende, au pire, comme Aston Martin. Mais pas des trucs de soufflerie et tout, là. Nous avons fait l'objet d'un débat très public et des accusations portées par d'autres équipes. Nos pilotes ont été hués sur les circuits, et les atteintes à la réputation causées par les allégations ont été importantes. Il est maintenant temps que ça s'arrête et de passer à autre chose. Voilà, c'est du Horner, hein, il se place en victime, encore une fois, alors qu'il est sur le banc des accusés. Il essaye de renverser les choses, c'est de la psychologie inversée, et il y en a qui vont tomber dans le panneau, évidemment, qui vont être d'accord avec lui. Mais je me ferai pas avoir, et vous non plus, j'imagine. Allez, je vous laisse commenter. Et cette séance numéro 1 qui se termine avant l'heure, puisque Liam Lawson a eu un problème de frein, qu'ils ont enflammé, tout simplement. Donc, ça s'est coupé au bout de 3 minutes, enfin 3 minutes restantes, cette séance. Alors, Sainz devant Leclerc et de Ferrari à la fête. Perez et Verstappen qui ont fait exactement le même chrono. Incroyable, 3 et 4. Hamilton P5, pas très loin derrière. Alonso P6.
Bottas, Norris, Gasly, Vettel, Ricciardo. Joe Stroll, Schumacher, Latifi. Alors en jeune pilote, il y avait Lawson donc chez AlphaTauri qui a remplacé Tsunoda. Sargent qui a remplacé Albon chez Williams. Pourquoi ils n'ont pas remplacé Latifi plutôt, je sais pas. Nick De Vries qui a remplacé Russell chez Mercedes, donc et ses jeunes pilotes. Jack Doohan qui a remplacé Ocon chez Alpine, jeune pilote aussi. Pietro Fittipaldi qui a remplacé Magnussen chez As, voilà. Donc les EL2 tout à l'heure à 23h qui vont durer 1h30 jusqu'à minuit et demi, donc ça va être long cette séance numéro 2. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors ce qui est bien avec Lance Stroll, c'est qu'il parle pas beaucoup, et du coup les articles sont très courts. Aston Martin est bien plus compétitive récemment. Merci Lance. J'aime venir au Mexique. C'est un excellent circuit, j'ai de bons souvenirs. J'ai terminé 6ème en 2017, c'est un endroit avec une belle énergie. Le lieu de la piste sont excellents. C'est un bon week-end, a déclaré Stroll. Il regrette que Aston Martin n'ait pas profité de ses bonnes performances à Austin. Je pense pas qu'on ait maximisé notre potentiel. Je n'ai pas terminé à Austin et l'autre voiture a eu un problème au stand. L'autre voiture. Il pouvait pas juste dire Seb, en fait, ou Vettel. On dirait que c'est une guerre entre les deux, là, comme en 2016, quand Hamilton et Rosberg disaient l'autre voiture. Ils voulaient même pas se citer l'un et l'autre, quoi. Ça me fait penser à ça, quoi. On roulait dans le top 5-6, donc on n'a pas maximisé les points, mais c'est là où nous en sommes avec la voiture, avec son rythme. Et ce qu'on a fait récemment par rapport à ce qu'on faisait en début de saison, c'est bien plus compétitif. Ok, bon, voilà, merci. Alors moi, je soulève un débat. Est-ce que Papa Stroll devrait pas sacrifier son fils? Tant pis, au pire, il essaie de le placer dans une autre équipe. Mais s'il veut vraiment que son équipe joue le titre, je suis désolé, mais c'est pas avec Lance Stroll que la voiture va jouer le titre. Constructeur. Il est juste... il est pas mauvais, mais il est moyen quand même. Stroll, c'est pas un champion du monde en puissance. Est-ce qu'il faudrait pas recruter 2 top pilotes et placer Stroll ailleurs? Dans une autre équipe, moyennant finance, évidemment. Parce que, désolé, mais Stroll, il va pas tirer l'équipe vers le haut, en fait. Alonso va le faire, mais Alonso, il est pas éternel. Alonso, dans 2 ans, après son contrat, je pense qu'il est plus là. Donc, bon. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Alors, Aston Martin, qu'est-ce que ça donne? Bah oui, parce que eux aussi, ils ont un petit problème avec le budget du milieu terme. Bon, ils l'ont pas dépassé, mais il y a eu une violation de procédure budgétaire. Pas de sanctions sportives. Selon la FIA, donc, Aston Martin a été reconnu coupable d'avoir enfreint la procédure de règlement financier, malgré le fait que ses coûts pertinents au cours de la période de rapport 2021 étaient inférieurs au plafond des coûts. Cependant, en présence de circonstances particulières, l'administration du plafonnement des coûts a proposé à AMR un accord de violation accepté pour résoudre ce problème. Cette offre a été acceptée. L'administration du plafonnement des coûts a reconnu qu'AMR avait agi en coopération et de bonne foi tout au long du processus d'examen, et s'était efforcé de fournir des informations et des preuves supplémentaires sur demande de temps opportun, qu'il s'agissait de la première année d'application intégrale du règlement financier, qu'il n'y a aucune accusation ou preuve que Aston Martin ait recherché ou obtenu un avantage indu suite à la violation. 12 points étaient retenus à venir, donc on s'en fout au pire, hein, c'est bon. Et Aston Martin s'en tire bien mieux que Red Bull, puisque seule une amende financière de 450 000 $ a été prononcée, à payer dans les 30 jours. Un demi-million de dollars quand même, hein. Ça va engraisser les pontes de la FIA, tout ça. Qu'est-ce qu'ils en font de tout cet argent d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire aussi des 7 millions de Red Bull là? Je me pose vraiment la question, quoi. Voilà pour Aston Martin. Bon bah, au moins eux, ils n'ont pas dépensé le budget. Il y a eu un petit imbroglio au niveau des procédures, mais bon, ça va, on va pas leur tirer dessus. Ils sont restés dans les clous, c'est déjà ça. Allez, ciao. Selon Carlos, la FIA était trop laxiste envers Russell. Oh, bah dis donc, oui, enfin bon, c'est vrai qu'il lui a gâché sa course. Mais bon, les torts étaient un peu partagés, hein, Carlos. C'était pas que 100% fautif, que 100% la faute, on va dire, à Russell. Il s'est excusé quand même, Georges. Envers Carlos, bah c'est quand même la moindre des choses, je dirais. Bien sûr, ça honore toujours un pilote de faire ça juste après la course, je respecte ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis heureux. Je pense que la FIA était un peu laxiste avec lui vu les conséquences de l'accident. Mais justement, il pénalise pas sur les conséquences, la FIA. Je pense pas que j'aurais pu faire quelque chose de différent. J'étais en pleine lutte contre Verstappen qui allait dans le virage et je devais donc freiner fort à la sortie de celui-ci. Là. C'est alors que Georges, qui n'avait, je pense, même pas fini son virage, m'a percuté. C'est le type d'incident que vous attendez à voir en milieu de peloton lorsqu'il y a beaucoup de voitures autour de vous. Je n'avais encore jamais vu de tel se produire dans le top 4. C'est la raison pour laquelle j'étais frustré. Alors qu'est-ce qu'il voulait comme pénal? Moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'on met comme pénal dans ce genre de cas alors? On met un stop and go au pilote? On met 30 secondes à la fin de la course au pilote? Je sais pas, qu'est-ce qu'on met? Dites-moi en commentaire. Moi je veux bien, hein. Hamilton a eu 10 secondes de pénal pour avoir assassiné Max Silverstone 2021.
C'est 2 fois plus que Russell. Bon, après, pour la même conséquence, finalement, abandon du pilote. Même si, évidemment, c'était plus spectaculaire à ce qui est arrivé à Silverstone. Au final, il y a une pénalité 2 fois plus élevée. Bon, peut-être qu'il fallait mettre 10 secondes, j'en sais rien. Alors, je continue. La frustration de Sainz n'en était que plus grande, vu qu'il s'agissait déjà de son 4e abandon. C'était l'un des moments les plus difficiles de la saison. Très décevant, car le week-end était parfait jusque-là, et je n'avais aucun contrôle sur l'incident. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises cette année, mais les choses se déroulent parfois ainsi en sport auto. Cette année, il semblerait que tout ce qui peut potentiellement m'arriver se produit. J'espère déjà que l'année prochaine se déroulera avec davantage de sérénité. Et oui, il attire la poisse, hein, notre ami Sainz. Malgré son manque évident de réussite, Sainz est tout de même satisfait d'avoir rassuré et signé la pole à Austin. D'un autre côté, le fait de savoir que j'ai la vitesse m'apaise au sujet de cette année. Je suis parvenu à revenir après une saison difficile dans laquelle j'ai dû me réinventer, tant au niveau du style de pilotage que des réglages de la voiture. Et j'ai été à la lutte avec les 2 pilotes les plus en forme en ce moment, Leclerc et Verstappen. Après avoir réussi à les battre pour obtenir la pole position, me rend plus calme dans cette situation. Me faire percuter au virage 1 et connaître autant d'abandon est frustrant. Mais je sais que j'ai la vitesse nécessaire. Normalement, tôt ou tard, le sport finit par vous rendre ce qu'il vous a pris. Je vais donc essayer de retenir uniquement les aspects positifs cette année. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Il a su rebondir, on va dire, Carlos. Mais je trouve quand même qu'il se plaint beaucoup, mine de rien. C'est un peu un Calimero, hein, comme disait Montani, dans son dernier débrief, là. Donc, ouais, il a pas tort, hein, Montani. Je trouve qu'il a un peu Calimero sur les bords, notre ami Sainz. Bon, après, voilà. C'est mon avis. Ça n'engage que moi, encore une fois. Qu'est-ce que vous en pensez de ce pilote espagnol? Ciao. Verstappen, Perez est assez bon pour gagner seul son Grand Prix national. Alors, il compte pas l'aider, hein, clairement. Du côté de Red Bull, il vise un doublé au classement des pilotes, un exploit qu'ils n'ont jamais réalisé auparavant. Il s'agit pas de faire de cadeaux, tant que nous terminons premier deuxième, l'équipe est heureuse, je veux dire. Checo est assez bon pour gagner des courses tout seul. C'est quand même bien plus gratifiant de le faire comme ça, et je sais qu'il voit les choses de la même façon. On verra donc ce week-end où nous en sommes, bien sûr. Avoir son propre Grand Prix, de toute façon, une sensation incroyable. Je suis sûr qu'il s'en sortira bien. Il pourrait même être galvanisé devant ses fans et ne pas avoir besoin de moi. Perez a lui-même effectivement dit la même chose, déclarant qu'il ne voulait recevoir aucun cadeau de la part de son équipier. C'est pas ce qu'il avait dit il y a quelques jours, hein, quand même. Hein. Il a changé de discours, Perez. Verstappen espère déjà une bonne forme ce week-end pour Red Bull. C'est très glissant, vous devez provoquer la voiture un peu plus pour être... peut-être plus que sur d'autres pistes, mais ça a été vraiment bien pour nous, ainsi que pour l'équipe l'an passé. La voiture a toujours bien fonctionné, mais maintenant c'est différent. Les pneus différents, une voiture différente, c'est un peu un point d'interrogation. Ferrari sera en forme, Mercedes aussi, certainement grâce à l'air moins dense en altitude. Eh bien, nous verrons cela. Du coup, s'il y a vraiment une bataille à 6, ça va être vraiment dur pour Perez. Hein. Il n'y arrivera pas. Alors, à moins que la pluie... Oui, parce qu'attendez, on va faire un petit point sur la météo. Parce que c'est vrai que mercredi, quand j'ai fait le programme du week-end, au final, il faisait beau. Sauf que là, ça a changé, du coup. Alors, samedi. Bon, samedi, a priori, la pluie va arriver trop tard. La pluie va arriver trop tard. Mais vous voyez déjà que la nuit, il va pleuvoir. Donc ça va laver la piste. Et dimanche, du coup... Ah, par contre, dimanche... Alors, la NOAA, je pense que c'est plus fiable que la chaîne météo. Vu que les US, c'est plus près du Mexique, du coup. Ah, putain, à chaque fois, ça bug, ça. Donc, vous voyez, hein, il semblerait qu'il y ait des risques de pluie, quand même, pour le dimanche. Bon, affaire à suivre. Et ciao, ciao. Ricciardo dément avoir subi une douche froide avec l'annonce d'Hamilton réservée chez Mercedes. C'est un mauvais calcul, finalement. Alors, s'il comptait sur la retraite d'Hamilton pour piloter pour Mercedes, déjà, il mérite... Désolé, mais en l'état actuel des choses, il ne mérite pas de piloter chez Mercedes, Daniel Ricciardo. Désolé. Ça aurait été le Ricciardo d'après Red Bull, je dis pas. Mais le Ricciardo d'après McLaren, c'est... Non. Je vais rester sympa, je vais pas... Voilà. Mais voilà, vous savez ce que j'en pense. Alors, il a déclaré « Mon avenir n'est pas relatif à ce que font les autres. Des opportunités se présenteront quand elles se présenteront. C'est pas une douche froide. Mais je compte pas sur le fait que quelqu'un fasse quelque chose pour que je puisse intervenir. Je veux prendre le temps qu'il faut. Garder un peu de distance avec le sport pour me reconstruire. Mais pas trop pour ne pas me faire oublier. Si quelque chose a du sens en 2024, je reviendrai avec un esprit de vengeance. Je m'amuserai, j'espère courir devant. La vérité est que je veux que Lewis reste dans le sport. C'est l'un des plus grands de la F1. Rouler avec lui, ou aller roue contre roue avec lui, c'est génial. Je lui en souhaite plus à l'avenir. » Hamilton avait précédemment exhorté Ricciardo à ne pas accepter un rôle de réserviste et de continuer à courir. Mais le pilote McLaren a vu des baquets vacants chez Alpine, Haas et Williams le filer sous le nez. C'est ainsi, mais je n'ai pas été en discussion avancée avec chacune des 3 équipes. J'ai surtout pensé à l'après-Austin, une course où rien n'a été pour moi. Je savais depuis le début que ce serait une lutte.
Je me sentais impuissant en course. C'est normal de ressentir ce que j'ai dit à la sortie du baquet, maintenant je suis remotivé. Alors je me dis que si par malheur pour lui, Sargent n'arrive pas à obtenir la super licence en 2023 pour piloter en titulaire chez Williams, c'est Sarah Ricciardo à mon avis qui prendra sa place, tout simplement. Ou alors Mick Schumacher, si vraiment il n'a pas de baquet non plus, Mick, et que c'est Hülkenberg qui le remplace chez Haas, mais ce sera un des deux, quoi. Donc il n'a plus qu'à prier pour que Sargent se fasse cracher, en F2. Allez, ciao. Et Sainz qui prédit une bataille à 6 pilotes pour la victoire à Mexico. Il inclut Mercedes dans l'eau grâce à l'altitude. Merci Sainz, on verra ça. Je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit une bataille à 6 pour la victoire. Ça sera intéressant, nous pourrions être prêts pour l'un des week-ends les plus compétitifs, à moins qu'une des équipes ne s'adapte soudainement pas à ces altitudes beaucoup mieux que les autres. Mercedes sera compétitif, je pense, car leur principal handicap, la traînée, sera bien amoindri ici. C'est pas faux ça. De notre côté, nous avons la vitesse, nous l'avions à Austin, nous avons inversé la tendance. J'étais un des plus rapides là-bas, ce qui me motive et me garde positif pour l'année. Ouais, donc un mélange unique de haute altitude, air moins dense et d'appui élevé nécessaire. Sur le papier, ça peut bien convenir à la Mercedes en vrai. Écoutez, on verra ça dès les premiers essais libres, ce soir évidemment, en live sur mes différentes chaînes, dans la description, comme d'habitude. Vous connaissez la musique, et j'espère évidemment une bataille à 6, ce serait tout bonnement exceptionnel. Allez, je vous laisse. Qu'en pensez-vous? Ciao. Et Russell comprend que Hamilton veuille plonger en Formule 1. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Georges? C'est vraiment excitant de voir ce potentiel qu'a encore Lewis pour les années à venir. Je pense qu'il a prouvé qu'il n'a définitivement pas levé le pied de la pédale d'accélérateur et lors des dernières courses, il a probablement mieux performé que jamais. C'est vraiment excitant pour moi d'être son coéquipier, d'aller directement au combat avec lui et de grandir dans ce voyage que nous faisons ensemble parce que ça ressemble vraiment à un voyage que nous faisons tous les deux avec le reste de l'équipe pour tenter de ramener Mercedes sur le chemin de la victoire. Nous avons une très bonne relation, une relation transparente. Ce serait bien d'être coéquipier pendant plusieurs années. Alors, pour l'instant, tout va bien entre les deux. Tout va bien puisque, évidemment, ça ne joue pas le titre. Ça joue les places d'honneur, ça joue le podium de temps en temps. Mais si ça joue les victoires régulièrement et voir le titre, attention à que ça dégénère pas entre les deux quand même, parce qu'ils sont assez proches quand même. Il y a moins d'écart entre deux qu'il y avait entre Bottas et Hamilton par exemple. Alors je dirais pas que ça va faire comme Rosberg-Hamilton non plus, parce que c'est pas le même caractère, Russell et Rosberg. Et puis il est beaucoup plus jeune, donc je pense pas que ça atteigne ce point-là. Rosberg et Hamilton, ils étaient du même âge, ils avaient la même génération. Mais bon, là, je sais pas, à voir. Pour l'instant, tout va bien, en tout cas, c'est bien, mais à voir comment ça jouera le titre. Ce qui arrivera un jour, je pense. Allez, ciao. Et Bottas, qui aimerait faire partie de l'énorme projet d'Audi en Formule 1. Alors, je voudrais pas dire, mais s'il continue comme ça, ça ne sera pas possible, Valtteri. Désolé, mais là, t'es quand même pas très très bon cette fin de saison. Bon, voyons ce qui se dit là. J'ai 33 ans, j'ai l'impression que je peux encore apprendre. Je peux être encore plus rapide, je pense avoir encore à donner en F1, donc j'espère rester longtemps en Formule 1. Lors d'une interview, certaines choses peuvent être sorties de leur contexte. Mais je suis très ouvert au sujet de mon futur, j'aime les US, il y a beaucoup de catégories intéressantes, dont l'IndyCar, mais c'est pas pour maintenant. Difficile de dire oui ou non, mais je me vois rester si c'est possible. C'est énorme pour Sauber, ce serait très intéressant de faire partie de ce projet. Déjà, c'est sûr qu'il y aura un pilote allemand. Donc, soit Bottas, soit Joe va virer. Donc ça sera soit Mick, soit Hülkenberg, non, je pense pas. Peut-être un retour de Vettel chez Audi pour 1 ou 2 ans, ou 2 années. Ça pourrait être, ça pourrait être incroyable. Allez, après un Grand Prix à Austin décevant, le Finlandais aimerait exploiter le potentiel ce week-end à Mexico. La manière la plus décevante de terminer une course, c'est par une erreur. C'est le plus décevant. Mais je garde le positif, j'essaie de penser positivement avant ce nouveau week-end. On a l'impression d'avoir gagné du rythme de course et en qualif. On pense qu'on pouvait être dans le top 10 à Austin, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas le faire ici à Mexico ce week-end. Je pense que Bottas, il n'aura pas une très très grande carrière après Mercedes au final. Il continuera sûrement en 2023, mais après, je sais pas. Honnêtement, je le sens pas trop motivé, Bottas. Pas très rapide en course, surtout en qualif ça va, mais en course, il fait beaucoup d'erreurs. Et Joe est à son niveau, ce qui est un peu inquiétant, vu son expérience. Bon, allez, ciao. Hamilton ne se fixe aucune limite à la longévité de sa carrière Formule 1. Je ne fixe aucune limite de carrière. J'ai l'intention de conclure un accord pluriannuel avec l'équipe. Je sais pas exactement ce que seront les 5 prochaines années, on travaille là-dessus. Il y a beaucoup de grandes choses qui se mettent en place. Je viens par exemple de lancer ma compagnie de production cette semaine, et je me sens bien dans mon corps et mon esprit. Alors, nous avons encore beaucoup de choses à accomplir. Si Fernando s'en va, alors peut-être que j'y réfléchirai à 2 fois, car ça ferait de moi le pilote le plus âgé de la grille. C'est ça en fait. Il attend qu'Alonso se barre pour se barrer après lui. Mais je suis sûr que c'est ça au fond de lui. Il veut pas être le premier à partir, quoi.
Le Britannique a également réagi à une plaisanterie disant que Kimi songeait à revenir en F1 à 43 ans. Nous devons faire revenir certains des anciens, je suis sûr que Martin Brundle accepterait. Alors Kimi a un retour en F1, non, arrêtez, stop. Kimi il a fait son temps, les dernières saisons étaient chaotiques, on ne veut plus de lui. Merci Kimi pour tout, mais ça suffit maintenant. Ces propos d'Hamilton contredisent en tout cas ce qu'il tenait il y a encore quelques années, lorsqu'il affirmait qu'il ne se voyait plus en F1 à l'approche de la quarantaine. Je suis sûr que vous tous, dans votre carrière et votre travail, vous devez analyser la prochaine étape. Où ai-je envie d'aller? Y a-t-il de la place pour que je grandisse dans ce rôle? C'est probablement ce qui m'est arrivé. C'est génial d'être pilote de course, mais comment vais-je évoluer au-delà de ça? Chaque année, vous devez vous demander si vous êtes prêt à donner autant qu'à vos débuts, voire plus encore. Êtes-vous prêt à consacrer tout votre temps à vous préparer, vous entraîner à aller chercher des résultats pour l'équipe? Si un jour je me laisse aller, alors ça signifiera que je ne mériterai plus ma place, et qu'il faudra m'en aller. Lorsque je me demande si je suis encore capable de faire tout ça, la réponse est oui. Il y a évidemment un championnat que nous devons récupérer. Je pense que nous l'avons vu avec le travail que nous faisons avec Init et Mission 44. Toto a été un leader et un soutien incroyable pour me permettre de faire ces choses. Il a dit que dans le passé, Niki Lauda lui disait comment peux-tu laisser faire ça? Et puis ils sont tous venus à l'idée que soutenir et permettre aux gens d'être à un meilleur niveau est ce qu'il y a de mieux pour les intérêts de tous. Je suis donc heureux dans ma vie en ce moment, plus ancré. Lorsque je rends visite à l'équipe au Royaume-Uni, ça me permet aussi de passer du temps en famille par exemple. Tout est mieux structuré, je pense pouvoir mener mon équipe vers d'autres championnats. J'aime cette mission et ce défi que nous avons avec l'équipe. J'ai hâte que nous retrouvions le succès, quand ce sera le cas, quand nous aurons remporté ce championnat, tous ces moments difficiles auront valu la peine. Ouais, alors est-ce qu'il veut pas remporter un 8e et dernier titre aussi, pour être le big boss, celui qui a battu totalement Michael Schumacher en tout point? Et peut-être aussi que ça lui trotte dans la tête à Lewis Hamilton. Alors combien de temps va-t-il re-signer? Ça, on verra bien. Je dirais au moins 2 ans sûrs, peut-être 3, à voir. 5 ans, ça m'étonnerait, je pense pas honnêtement. 2 ans plus une option d'une 3e année à la limite. Mais je vois ça comme le plus probable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Ah bah voilà, tout est bien qui finit bien. Tout ça pour ça, là. Hein? Il le pénalise au dernier moment, hors délai même. Et après, quelques jours après, il réintègre la 7e place. Non mais, enfin, des clowns. Totalement clownesque à la FIA. Bon, donc les 6 points établis. Après qu'Alpine ait demandé le droit de revoir la décision des commissaires. Donc ils ont décidé ça dans la nuit, hein, évidemment. Avec le décalage horaire comme prévu. Alpine avait vu cette nuit sa protestation initiale jugée inadmissible. Les commissaires sportifs disant que l'équipe aurait dû demander un droit de révision. Ce qu'elle a fait dans la foulée et Alpine a gagné. En Formule 1, le droit de faire appel est basé sur des preuves importantes et nouvelles que les commissaires ont estimé qu'Alpine avait produites. Alan Perman a alors réitéré que la protestation sur le circuit des Amériques avait été déposée 24 minutes trop tard, ayant appris lors de l'audience de protestation précédente que le contrôle de course avait dit à Haas qu'il disposait d'1 heure. Perman a fait valoir que le code sportif international prescrivait 30 minutes. Ça a été accepté comme nouveau élément important et pertinent pour que l'audience se tienne. Ah oui, à la base, leur appel avait été rejeté, quoi. D'accord. Dans ce document, Perman a expliqué qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre pour les commissaires pour accorder à une équipe du temps supplémentaire pour protester, à moins qu'il ne soit impossible de le faire dans les 30 minutes autorisées. Haas a admis qu'ils auraient pu déposer une réclamation manuscrite dans ce délai, mais a ajouté qu'ils pensaient avoir 1 heure sur la base de ce que la direction de course avait dit. Les commissaires ont tranché en faveur d'Alpine. Et les commissaires acceptent l'argument d'Alpine selon lequel le mot impossible place en effet la barre très haute et qu'avec le recul, cette barre très haute n'a jamais été atteinte dans ce cas. Le fait, inconnu des commissaires auparavant, que Haas aurait pu déposer une réclamation manuscrite dans le délai de 30 minutes est une importance significative. Par définition, ce seul fait signifie qu'il n'était pas impossible de déposer la réclamation dans les temps et que par conséquent la réclamation initiale n'aurait pas dû être admise. Oh là là, mais quel bordel, mais c'est n'importe quoi. Là, en fait, ils gagnent même pas par rapport aux arguments que la FIA aurait dû pénaliser Alonso en pleine course, voilà, et pas après. Ils gagnent juste par un vice de procédure, en fait. Putain. En conséquence, les commissaires ont déterminé que la réclamation initiale n'était pas recevable et que, par conséquent, la décision figurant dans le document 61 est rendue nulle et non avenue. Aucune pénalité ne sera appliquée à la voiture 14. Le classement final sera modifié et réédité. Ouais, comme quoi, vous voyez, hein, on peut 5 jours après, ou 4, on va dire,
remodifier le classement. Voilà, super. C'est beau la F1, hein. Incroyable. Ah, tout est bien qui finit bien pour Alonso. Sur ce vice de procédure, Alpine a gagné. Je vous laisse commenter. Bon, comme on a vu tout à l'heure, hein, c'est bon, Alonso il garde sa 7ème place. Mais, j'aimerais comprendre tout ce qui s'est passé. Parce que dans la nuit, en fait, la FIA avait rejeté quand même la protestation d'Alpine. Donc à 3h40, il gardait pas sa 7ème place, Fernando. Alors qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui, du coup, s'est passé ensuite pour qu'il change d'avis, quoi. Les commissaires constatent que la protestation déposée par Alpine n'est pas recevable et les frais de protestation sont perdus. La protestation d'Alpine concerne le moment de la protestation de Haas plutôt que le sujet de la protestation. Alpine considère que les commissaires sportifs, en prenant la décision d'accepter la réclamation initiale ou en frein l'article 13.3.5 qui spécifiait un délai de 30 minutes pour une réclamation, sauf si les commissaires sportifs considèrent que les circonstances ont rendu impossible ce délai. Dans ce cas, Alpine a affirmé qu'il n'était pas impossible pour Haas de déposer sa réclamation dans le délai de 30 minutes, car la salle des commissaires se trouvait à quelques centaines de mètres de la zone de stand de Haas. Lorsqu'Alpine lui a demandé quelle soumission avait été faite qui avait conduit les commissaires à leur décision initiale, le président de la commission des commissaires a indiqué que Haas s'était rendu au race control pour demander des éclaircissements sur la situation et avait été informé qu'elle aurait 1 heure pour déposer sa protestation. Alors que le document poursuit en expliquant qu'une réclamation ne peut pas être déposée contre une décision prise par un commissaire sportif, il ajoute également que la réclamation d'Alpine a donc été faite 68 minutes après la publication de la décision sur la réclamation originale, donc c'était hors dehors du délai prescrit et ça a donc été rejeté. Oh là là. Alpine a depuis soumis un droit de révision de cette décision et l'affaire est actuellement à nouveau devant les commissaires sportifs. Et donc la suite et la fin on la sait. Ils ont eu gain de cause au final. C'est n'importe quoi franchement. Toute cette administratif là, ça tue le sport quoi, clairement. Au final tout se finit bien pour eux, mais c'était pas gagné quand même. Hein. Heureusement qu'ils ont eu le droit au droit de révision du coup. Allez ciao. Et Gasly met ses émotions de côté pour la fin de la saison. Il quittera AlphaTauri dans 3 courses. Et oui, il va encore gueuler sur mes ingénieurs et tout. Pour l'instant, je mets mes émotions de côté. Je pense que ça va me frapper à Abu Dhabi quand je réaliserai que je passe mes derniers tours et mes dernières heures avec tous les gens de l'équipe. Après 5 ans, c'est plus qu'une relation de travail, ça va au-delà. Je connais personnellement les mécanos, les ingés, les équipes marketing et communication. On a passé du temps en privé ensemble. Ça va être dur, mais je ne veux pas encore trop en parler, car ça sera pas un moment très joyeux. La fin d'une ère, mais on voudra finir en beauté. Interrogé sur l'objectif de fin de saison, entre se faire plaisir ou être compétitif, le français juge que l'un va souvent avec l'autre. Ça va ensemble, on veut se faire plaisir, et c'est quand on se fait plaisir qu'on est le plus compétitif et qu'on arrive à extraire le maximum de la voiture. On veut battre Haas au point, c'est l'objectif jusqu'en fin de saison. Je pense qu'on pourra le faire si on parvient à faire notre travail et à rester propre. Battre Haas, quoi. Super objectif, hein, quand même. Dis donc, AlphaTauri, grosse différence avec l'année dernière, quand même, hein, niveau perf. Incroyable. Bon bah voilà, en espérant que ça se passe bien cette fin de saison pour lui. Allez, bye. Alors, Haas décidera d'ici Abu Dhabi quel sera son deuxième pilote 2023. J'ai aucun problème avec Nico, précise Magnussen au Mexique. J'ai toujours respecté en tant que pilote de course, je ne sais pas comment il est là en privé, mais j'ai aucune opinion quant à savoir s'il devrait conduire deuxième voiture ou non. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que Mick fait du bon travail, c'est ce que j'ai dit à Austin. Il a eu quelques problèmes en début de saison, puis il y a eu des accidents, mais maintenant il appuie vraiment sur l'accélérateur. Gene Haas a averti à Austin que seule une série de résultats dans les points remettrait Schumacher en pole position pour le baquer. Il avait perdu 30 à 40 points d'appui. Nous étions sur la bonne voie pour un résultat solide avec lui, nous en tenons évidemment compte dans l'évaluation. Donc il parle d'Austin, hein, du coup. Steiner a riposté que ceux qui ont critiqué ces dernières semaines et ces derniers mois, y compris le propre oncle de Mick, Ralf Schumacher, il a répondu ça du coup. Ça ne nous affecte pas, il suffit de regarder qui dit ces choses. J'ai aussi mon opinion sur certaines personnes, mais j'ai pas exprimé cette opinion pour tout le temps. Ce que je peux dire, c'est que vous serez d'ici 3 semaines à Abu Dhabi. Nous voulons savoir qui conduira la voiture de l'année prochaine. Comme ça, ce pilote pourra également faire le test après la course. Alors, non. Enfin, si c'est pas un jeune pilote, il aura pas le droit de toute façon. C'est ces jeunes pilotes à Abu Dhabi. Si c'est Hülkenberg, ils vont pas le faire passer pour un jeune pilote, hein, faut pas déconner non plus. Bref, passons. Dans le paddock de Mexico, Ralf Schumacher répond et tempère d'ailleurs sa critique sur Steiner, sans se citer. Il a protégé Mick à Austin, ce que je trouve génial. Gunther est également devenu beaucoup plus indulgent ces derniers temps, à bien des égards. Il y a eu beaucoup d'insultes contre l'équipe Haas cette saison, et aussi contre Gunther lui-même, sur les réseaux sociaux, ce que je trouve dommage. Une chose est claire, nous voulons tous que Mick pilote en F1 l'année prochaine. Il montre également ses performances, et c'est bien qu'il s'entende mieux chez Haas. Et enfin, Mick ignore les spéculations sur son avenir. C'est pas difficile, je suis ici pour faire mon travail. Je suis là pour bien le faire. C'est donc sur
sur ça que je me concentre principalement. Et c'est tout ce que je contrôle. Donc j'essaie juste de faire de mon mieux. Est-ce que ça suffira du coup, de faire de son mieux? Je vous laisse commenter, ciao. Alors Hamilton, gagner avant la fin de la saison serait une bénédiction pour le pilote Mercedes, il y croit encore. Tout ce cirque, chaque équipe et tout le monde dans chaque équipe a travaillé à fond cette année. En termes de qui mérite plus qu'un autre, je peux commenter comme mon équipe ce que j'ai vu à quel point tout le monde a été concentré. Bien sûr, Red Bull mérite son succès, mais cette année, nous n'avons pas fait le travail que les autres ont fait. Mais ça serait magnifique, une telle bénédiction. Si nous obtenions une victoire, je pense que les émotions qui en découleraient seraient incommensurables. Mais si ça ne vient pas, c'est pas grave. Nous prenons juste cette énergie que nous ressentons, il y a énormément d'espoir. Nous savons où la voiture n'est pas géniale, et nous savons quoi faire pour l'améliorer. Donc c'est ce sur quoi on se concentre. Alors il parle du Mexique, l'altitude est élevée, ce qui oblige tout le monde à être au maximum de l'appui aérodynamique, même Red Bull. Je ne sais pas s'ils sont toujours les plus forts avec leur aileron au maximum, nous verrons. Ils étaient très forts ici l'année dernière, donc je pense qu'ils seront très forts ce week-end. J'espère simplement que nous serons de nouveau dans le coup, parce que c'était vraiment amusant la semaine dernière. Je pense qu'ils auront le moteur le plus puissant ce week-end, parce qu'ils ont plus de déploiement que tout le monde. Ils semblent presque avoir un déploiement à 100% tout au long du tour, alors que la plupart des autres c'est 70-80. Et oui, le moteur Honda cheaté, tricherie, équipe de tricheurs. Allez, on arrête, ils vont encore s'en prendre à moi les pros Red Bull. Ils vont me menacer de mort. Non, je rigole, c'est pas arrivé encore. Par contre, si ça arrive, attention les gars, je rigole pas. Hein. Bon, ben on verra ce que ça donne Mercedes. Ben écoutez, on aura les news concernant Red Bull de toute façon vers 18h30 apparemment. J'attends de voir. Ciao, ciao. Et Vettel qui va arborer un casque Red Bull chez Aston Martin. Oh non. Oh là là. Mon dieu. Terrible. Alors, il a pas marqué Red Bull, mais bon, voilà, on sait, c'est le logo, et c'est la police d'écriture, on sait très bien, puis même les couleurs, hein, couleur canette. Ah bah, ils apprécieront Aston Martin, du coup. Pour rendre hommage à Dietrich, cofondateur de Red Bull décédé, donc, il va arborer ce design spécial là, au Mexique. On pourra voir le message dingue que Didi. On retrouve évidemment le taureau rouge sur fond jaune, nul doute qu'Aston Martin n'a pas eu son mot à dire face à son pilote. Ouais, bon, de toute façon, ils se barrent, hein, ils s'en foutent au pire, hein. Après, voilà, moi je serais le patron d'Aston, honnêtement, j'aurais dit non, désolé, mais tu fais un truc plus sobre, tu mets pas les couleurs du concurrent sur ta tête, hein, désolé, t'es chez Aston, t'es pas chez Red Bull, mec. Hein. Je veux bien que tu rendes hommage, mais bon, là, reste avec des couleurs neutres, on va dire, même s'il met dans le que Didi, à la limite, pourquoi pas. Mais là, désolé, c'est un peu déplacé par rapport à la marque, je trouve. Mais bon, après, c'est mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.